Reinhard Heydrich, l'un des dirigeants les plus redoutés du régime nazi, fut un architecte clé de l'Holocauste et chef du bureau principal de la sécurité du Reich, qui incluait la Gestapo, le SD et la Kripo. Connu pour son efficacité impitoyable, Heydrich joua un rôle central dans la planification et l'exécution du génocide contre la population juive en Europe. Malgré sa personnalité publique brutale, Heydrich menait une vie familiale apparemment normale avec son épouse, Lina von Osten, et leurs 4 enfants, Klaus, Heider, Silke et Marthe. Heydrich épousa Lina en décembre 1931. Elle était une fervente partisane de l'idéologie nazie, ce qui complétait les ambitions d'Heydrich au sein du régime. Le couple se présentait comme la famille aryenne idéale et leur vie domestique était dépeinte comme harmonieuse et exemplaire dans la propagande nazie. Klaus, le fils aîné, naquit en 1933. En tant que premier enfant, il jouissait d'une position privilégiée dans la famille et était souvent au centre de l'attention. Klaus était un enfant brillant et actif, participant à diverses activités et bénéficiant de la meilleure éducation que le régime pouvait offrir. Tragiquement, Klaus mourut dans un accident de la route en 1943 à l'âge de 10 ans, un coup qui affecta profondément la famille, en particulier Lina, qui fut dévastée par la perte. Heider, né en 1934, fut le 2e fils. Heider grandit dans l'ombre de la réputation redoutable de son père. Après l'assassinat de son père en 1942 par des résistants tchécoslovaques, Heider, ainsi que ses frères et sœurs, dut relever le défi de vivre sous le nom infâme d'Heydrich. La vie ultérieure d'Heider fut marquée par des tentatives d'échapper à cet héritage. Il chercha une vie tranquille et évita l'attention publique, se concentrant sur la création d'un semblant de normalité pour lui et sa famille. Heider parlait rarement de son père en public, préférant se distancer du passé notoire de son père. Silke, née en 1939, fut la première fille des Heydrich. Elle était très jeune lorsque son père fut assassiné, et une grande partie de sa compréhension de lui provenait de sa mère et d'autres membres survivants de la famille. Silke choisit également un chemin de discrétion, menant une vie loin de l'attention publique. Hesse's souvenirs d'enfance furent davantage façonnés par l'influence de sa mère et les tentatives de la famille de maintenir une certaine apparence de normalité après la mort d'Heydrich. Marthe, la fille cadette, naquit en 1942, peu avant l'assassinat de son père. Elle n'avait aucun souvenir de son père et fut complètement élevée sous l'ombre de ses actions. Comme ses frères et sœurs, Marthe chercha une vie tranquille, loin de la notoriété associée au nom Heydrich. Sa compréhension de son père provenait d'histoires et des efforts de la famille pour réconcilier leurs souvenirs privés avec la réalité publique des actions d'Heydrich. Après la mort d'Heydrich, Lina Heydrich dut faire face à des défis significatifs en élevant ses enfants. En tant que veuve d'un haut fonctionnaire nazi, elle fut initialement protégée par le régime, mais à mesure que la guerre se terminait, la situation de la famille changea radicalement. Lina lutta avec des difficultés financières et l'ostracisation sociale lorsque l'ampleur des crimes de son mari fut révélée. Elle resta une fervente défenseuse de l'héritage de son mari, écrivant des livres et donnant des interviews qui le dépeignaient sous un jour positif. Après la guerre, Lina Heydrich transféra la famille sur l'île de Fehmarn, dans la mer Baltique, où ils vécurent relativement tranquillement. Elle maintint sa loyauté envers Reinhard Heydrich et continua de promouvoir son image comme un nazi dévoué et un homme de famille aimant. Le soutien indéfectible de Lina à la mémoire de son mari influença les perspectives de ses enfants et leur approche pour faire face au passé de leur père. Heider, le fils aîné survivant, avait les souvenirs les plus vifs de son père. Il lutta avec la dualité de Reinhard Heydrich en tant que père aimant et l'un des principaux architectes de l'Holocauste. Après la guerre, Heider travailla dans l'agriculture et plus tard dans les affaires, s'efforçant de mener une vie qui le distançait du nom infâme de son père. Il est connu pour avoir dit qu'il n'avait aucune raison de renier son père, ce qui reflète les émotions compliquées de loyauté familiale et le lourd fardeau des actions de son père. Silke et Marthe, étant plus jeunes, eurent moins d'interactions directes avec leur père, ce qui peut-être leur facilita un peu la dissociation de son héritage notoire. Les 2 filles cherchèrent à mener des vies privées, loin de l'attention publique. Elles parlèrent rarement de leur père en public,
se concentrant plutôt sur leur vie personnelle et leur famille. Malgré leurs efforts pour vivre discrètement, le nom Heydrich attira parfois une attention indésirable. L'association de la famille avec l'une des figures les plus détestées du régime nazi signifiait que leurs efforts pour rester anonymes n'étaient pas toujours couronnés de succès. Lina Heydrich, ferme dans sa défense de son mari, écrivit une autobiographie intitulée Leben mit einem Kriegsverbrecher, Vivre avec un criminel de guerre, publiée en 1976. Dans ce livre, elle tenta d'humaniser Reinhard Heydrich, le présentant comme un mari et un père dévoué. Cet ouvrage reçut des critiques significatives pour son portrait révisionniste d'Heydrich et son tentative de minimiser son rôle dans l'Holocauste. Eda Göring, la fille privilégiée. Eda Göring, née en 1938, fut la seule fille d'Hermann Göring, une figure clé du régime nazi et fondateur de la Gestapo. Les rôles de son père, qui comprenait le commandement de la Luftwaffe et le fait d'être désigné successeur de Hitler, placèrent Eda au cœur de la propagande nazie. Elle était souvent présentée dans les médias comme faisant partie de la famille nazie idéale, vivant une vie d'apparente opulence et de confort dans des propriétés luxueuses comme Carinal, complètement protégée des réalités de la guerre que son père contribuait à mener. Pendant la guerre, la vie d'Eda fut marquée par des apparitions publiques et des événements d'État, soigneusement orchestrés pour montrer la famille Göring comme l'incarnation des idéaux nazis. Malgré la façade publique, sa vie quotidienne était une vie d'isolement, typique des enfants de hauts fonctionnaires, entourés de sécurité et avec peu d'interaction avec des enfants de son âge, en dehors des fonctions officielles. Cependant, la fin de la guerre apporta des changements dramatiques à la vie d'Eda. En 1945, alors que l'Allemagne faisait face à la défaite, Hermann Göring fut arrêté par les Alliés. Il fut ensuite jugé à Nuremberg, où il fut condamné pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Avant d'être exécuté, il se suicida en ingérant du cyanure en 1946. La chute en disgrâce fut rapide et totale, et Eda, âgée de seulement 8 ans au moment de la mort de son père, fut obligée d'affronter l'héritage compliqué de son père. Dans les années qui suivirent immédiatement la guerre, Eda et sa mère, Amy, connurent des difficultés significatives. Les richesses et privilèges qu'elles avaient reconnus leur furent retirés lorsque les forces alliées confisquèrent leurs propriétés et actifs. La mère d'Eda lutta pour la protéger du mépris public et du processus de dénazification qui cherchait à purger la société allemande des influences nazies. Cette période fut caractérisée par l'ostracisme social. Le nom Göring devint un fardeau qu'Eda dut supporter dans tous les aspects de sa vie, de l'éducation aux interactions sociales les plus simples. À mesure qu'Eda grandissait, ses défis s'intensifièrent avec la prise de conscience croissante du rôle de son père dans les atrocités du régime nazi. Vivant dans une Allemagne d'après-guerre désireuse de se distancier de son passé nazi, Eda trouva de plus en plus difficile d'échapper à l'ombre de son nom de famille. Le scrutin public et privé fut constant, impactant ses relations sociales et ses opportunités éducatives. Malgré ces adversités, Eda tenta de mener une vie tranquille et digne. Elle poursuivit ses études sous le regard scrutateur tant de la sympathie que de l'hostilité, se retrouvant souvent isolée en raison des péchés de son père. Elle choisit de rester largement en dehors de l'œil public, une décision probablement née à la fois d'un désir de vie privée et de la compréhension de la nature controversée de toute déclaration publique qu'elle pourrait faire sur son père. Eda parla rarement en public de Hermann Göring. Quand elle le faisait, c'était souvent pour partager des souvenirs de lui en tant que père, plutôt qu'en tant que figure politique, peut-être dans un effort pour s'humaniser elle-même et ses expériences. Elle dut relever la tâche difficile de concilier l'amour privé qu'elle ressentait pour son père avec la condamnation publique de ses actions. À l'âge adulte, Eda vécut tranquillement à Munich. Elle ne se maria jamais et n'eut pas d'enfant. Des décisions qui ont pu être influencées par l'histoire de sa famille et le désir d'éviter un nouvel examen pour les générations futures. Eda décéda en 2018. Gudrun Himmler, héritière de la terreur. Gudrun Himmler, née en 1929, fut profondément influencée par son père, Heinrich Himmler, une figure centrale du régime nazi et l'un des architectes de l'Holocauste. Connue sous le surnom de Puppi par son père, elle vécut une enfance qui contrastait radicalement avec les atrocités orchestrées par celui-ci.
Heinrich Himmler montrait un côté tendre et affectueux envers Gudrun, très différent de sa personnalité publique en tant que leader impitoyable des SS. Cette dualité dans l'identité de son père façonna profondément la perspective et le développement émotionnel de Gudrun. Élevée dans un environnement privilégié, Gudrun fut protégée des dures réalités de la guerre grâce à la position de haut rang de son père, ce qui lui procura des tuteurs privés et un style de vie isolé. Cet isolement la maintint largement ignorante des réalités brutales au-delà de son environnement immédiat. Elle apparaissait fréquemment lors d'événements publics aux côtés de son père, photographiée comme faisant partie de la famille nazie idéale, ce qui l'impliquait encore davantage dans la vie publique de son père. L'effondrement de l'Allemagne nazie apporta une réalité soudaine et dure à la vie de Gudrun. En 1945, lorsque les Alliés capturèrent son père, celui-ci se suicida en ingérant du cyanure lors d'un interrogatoire. Cet événement marqua un tournant significatif pour Gudrun, qui n'était alors qu'une adolescente, la projetant dans un monde d'après-guerre tumultueux dans lequel elle et sa mère, Margaret, furent détenus par les Alliés et confrontés à un intense examen en raison des actions de Heinrich Himmler. Après la guerre, la loyauté inébranlable de Gudrun envers la mémoire de son père définit sa vie. Elle refusa constamment d'accepter la nature criminelle des actions de son père, choisissant plutôt de se souvenir de lui comme du père affectueux qu'elle connaissait. Ce déni l'influença profondément, la conduisant à s'impliquer avec Stille Hilfe, une organisation destinée à aider les anciens membres des SS qui étaient emprisonnés ou en clandestinité. Ses activités s'étendirent à des cercles néo-nazis, où elle utilisa son influence pour rassembler du soutien pour ceux qui restaient fidèles à la cause nazie. Au fil des décennies, Gudrun participa à des services commémoratifs pour les nazis, apporta son soutien à des criminels de guerre emprisonnés et s'impliqua activement dans des organisations cherchant à aider les anciens nazis. Elle devint une figure centrale dans ces cercles controversés, suscitant souvent l'indignation publique. Gudrun maintint également des connexions internationales au sein des organisations néo-nazies, étendant son influence au-delà de l'Allemagne. Sa présence lors d'événements publics et ses discours incluaient souvent des récits qui glorifiaient son père et d'autres figures nazies, contribuant à une perspective historique biaisée, cherchant à réhabiliter leur réputation. Cette position fit d'elle une figure hautement controversée, faisant face à des critiques de la part d'historiens, de survivants de l'Holocauste et du public en général, qui voyaient ses actions comme des tentatives de déformer les vérités historiques. Ombre d'Auschwitz. Les enfants de Rudolf Höss. Rudolf Höss, connu comme le commandant d'Auschwitz, l'un des camps de concentration nazis les plus infâmes, fut responsable de l'assassinat systématique de plus d'1 million de personnes. Ses 5 enfants, Brigitte, Inge, Klaus, Hans Rudolf et Heidrun, ont grandi à proximité immédiate du camp. Les enfants vivaient dans une villa à seulement quelques centaines de mètres d'Auschwitz, protégés par leurs parents des horreurs qui se déroulaient au-delà de leur foyer. Malgré le rôle central de leur père dans les atrocités, les enfants OS ont vécu une enfance apparemment normale, marquée par des routines domestiques et la dynamique familiale typique que l'on pourrait attendre dans n'importe quel foyer. Rudolf Höss, bien qu'il fût une figure stricte et autoritaire, était souvent décrit par ses enfants comme un père affectueux et engagé lorsqu'il était à la maison. Cette dichotomie entre le père aimant et le commandant impitoyable créa une dynamique relationnelle difficile, car les enfants ignoraient largement l'ampleur des crimes de leur père pendant leurs années de formation. Les enfants accompagnaient souvent OS lors de promenades et participaient à des sorties familiales, incluant des pique-niques et d'autres activités normales, créant un contraste marqué entre leur vie familiale privée et le génocide orchestré par leur père. Cette normalité était une façade délibérément maintenue par Rudolf et sa femme, Hedwig, qui cherchaient à protéger leurs enfants des sombres réalités de leur environnement. Hedwig joua un rôle particulièrement important dans cela, s'efforçant de nourrir un foyer aimant et de maintenir la vie quotidienne des enfants aussi éloignée que possible de la réalité extérieure. Cependant, la fin de la Seconde Guerre mondiale amena les réalités des actions de leur père à un point inéluctable. Alors que le Troisième Reich s'effondrait, la famille fut capturée par les Alliés.
Rudolf Höss fut ensuite jugé et exécuté en 1947 pour ses crimes. Les enfants, désormais pleinement conscients du rôle de leur père dans l'Holocauste, affrontèrent une nouvelle réalité marquée par la stigmatisation et le reproche. La famille se dispersa. Après la guerre, les vies des enfants de Rudolf Höss furent profondément affectées par les actions notoires de leur père. Les suites immédiates de la guerre virent la famille en désordre, luttant pour accepter le poids des actions de leur père et la condamnation publique. Les enfants, en particulier les plus âgés, durent faire face à un monde hostile et méfiant à leur égard en raison du rôle infâme de leur père dans l'Holocauste. Brigitte, la fille aînée, fit face à des défis significatifs en raison du nom Höss. Elle entrait à peine dans l'âge adulte lorsque son père fut capturé et exécuté. La disgrâce associée à son nom rendit difficile pour elle de mener une vie normale. Elle finit par déménager en Espagne, dans l'espoir d'échapper à l'ombre des crimes de son père. En Espagne, elle changea de nom et travailla dur pour construire une vie déconnectée de son passé. Malgré ses efforts, l'infamie du nom Höss la suivit, impactant ses relations personnelles et professionnelles. Inge, la deuxième fille, lutta également avec l'héritage de son père. Sa vie après la guerre fut marquée par des tentatives de trouver la normalité tout en faisant face constamment à la réaction sociale contre sa famille. Inge tenta de garder un profil bas, évitant l'attention publique et se concentrant sur la création d'une vie qui la distancierait des actions de son père. Cependant, comme ses frères et sœurs, elle trouva difficile d'échapper complètement au passé. Klaus, le fils aîné, lutta avec l'impact psychologique de l'apprentissage des crimes de son père pendant son adolescence. Les révélations sur le rôle de son père dans l'Holocauste l'affectèrent profondément, menant à une relation complexe avec son héritage. Klaus lutta avec des sentiments de culpabilité et de honte, aggravés par l'hostilité publique à son égard. Il chercha à comprendre et à se réconcilier avec les actions de son père, un voyage à la fois personnel et douloureux. Hans Rudolf, un autre fils, fit également face au fardeau du passé de son père. Sa vie après la guerre impliqua une lutte continue avec son identité et la perception publique de lui. Le nom Höss était un rappel constant des atrocités de son père, ce qui rendit difficile pour Hans Rudolf d'établir une identité indépendante, libre de l'ombre d'Auschwitz. Heidrun, la plus jeune des filles, était très petite pendant la guerre et avait donc moins de souvenirs directs de son père et de la vie familiale à Auschwitz. Cependant, elle fut également affectée par l'héritage, grandissant avec la connaissance des actions de son père. La vie de Heidrun fut marquée par un effort constant pour comprendre le passé de sa famille, tout en essayant de forger un avenir qui ne serait pas défini par celui-ci. Wolf Rüdiger Hess, l'héritage du député. Wolf Rüdiger Hess, né en 1937, était le fils de Rudolf Hess, le député du Führer de Hitler et l'une des figures les plus énigmatiques du régime nazi. Le vol dramatique en solitaire de Hess en Écosse en 1941, dans une tentative de négocier la paix avec la Grande-Bretagne, marqua un tournant significatif pour la famille. Capturé et emprisonné par les Britanniques, Hess passa le reste de sa vie en captivité, d'abord en Grande-Bretagne, puis à la prison de Spandau, à Berlin, où il fut détenu jusqu'à sa mort en 1987. Cet acte laissa un impact profond sur le jeune Wolf Rüdiger, qui n'avait alors que 4 ans. En grandissant, Rüdiger fut élevé par sa mère, Ilse Hess, qui était une fervente défenseuse des idéaux de son mari. L'absence de son père fut un aspect déterminant de son enfance, façonnant ses points de vue et ses décisions de vie. Ilse travailla sans relâche pour assurer la libération de son mari, une cause que Wolf Rüdiger adopta à mesure qu'il grandissait. La famille Hess vivait sous un constant examen et faisait face à des défis publics et privés significatifs en raison de la position de haut rang de Rudolf au sein de la hiérarchie nazie et de sa notoriété ultérieure. À mesure qu'il mûrissait, Rüdiger développa une profonde loyauté envers son père, influencé par le récit que sa mère soutenait.
Il poursuivit une carrière en architecture, mais sa vie professionnelle fut souvent éclipsée par son dévouement à défendre la libération de son père. Wolf Rüdiger consacra une grande partie de sa vie à faire campagne pour la liberté de son père, soutenant que Rudolf Hess était un prisonnier de paix plutôt que de guerre. Il organisa des pétitions, écrivit des lettres et participa à des discours publics pour attirer l'attention sur ce qu'il considérait comme l'injustice de l'emprisonnement continu de son père. Rüdiger fut l'auteur de plusieurs livres et articles cherchant à présenter son père sous un jour plus compréhensif. Il affirmait que le vol de Rudolf Hess en Écosse était une tentative sincère de négocier la paix et qu'il n'était pas au courant de l'ampleur de l'Holocauste. Ces affirmations furent reçues avec scepticisme par les historiens et le public, qui considérait en grande partie Rudolf Hess comme complice des crimes du régime nazi. Malgré la controverse, Wolf Rüdiger resta ferme dans sa mission, faisant souvent face à des critiques et à des réactions négatives pour ses points de vue. Le dévouement de Rüdiger Hess à l'héritage de son père fut à la fois une mission personnelle et un effort public. Il maintint un double rôle d'architecte et d'activiste, s'efforçant constamment d'équilibrer sa carrière professionnelle avec ses efforts de défense. Ce double rôle fut un équilibre délicat, car sa défense publique de son père se croisait souvent avec sa vie professionnelle, conduisant parfois à un examen public et à des critiques. Tout au long de sa vie, Rüdiger fit face à des défis significatifs en raison de l'infamie de son père. Dans la période d'après-guerre, l'Allemagne traversait un processus de dénazification et le nom de Hess était indissolublement lié au régime nazi. Cette association affecta les interactions sociales et les opportunités de carrière de Wolf Rüdiger. Malgré ces défis, il poursuivit sa carrière en architecture avec détermination, contribuant à plusieurs projets et établissant une réputation professionnelle indépendante de l'héritage de son père. La vie personnelle de Rüdiger fut également marquée par l'emprisonnement prolongé de son père et les efforts de la famille pour assurer sa libération. Il visitait régulièrement Rudolf Hess à la prison de Spandau et maintenait une correspondance étroite avec lui. Ces visites étaient à la fois épuisantes sur le plan émotionnel et une source de motivation pour sa défense. L'engagement de Wolf Rüdiger pour la cause de son père s'étendit à des plateformes internationales où il chercha le soutien de diverses figures politiques et organisations qui croyaient en l'innocence de son père ou voyaient son emprisonnement continu comme une injustice. La vie de la famille fut encore compliquée par le climat politique de l'Allemagne de la guerre froide, où l'emprisonnement de Rudolf Hess à Spandau n'était pas seulement une question de justice historique, mais aussi un sujet géopolitique. La prison de Spandau était administrée conjointement par les puissances alliées et la décision de libérer ou de continuer d'emprisonner Rudolf Hess était influencée par des considérations politiques plus larges. Les campagnes de Rüdiger pour la libération de son père se croisèrent donc avec ces dynamiques politiques plus larges. La mort de Wolf Rüdiger en 2001 marqua la fin d'une lutte de toute une vie pour réhabiliter le nom de son père et assurer sa libération. Rolf Mengele, le descendant du généticien. Rolf Mengele, né en 1944, était le seul fils de Joseph Mengele, l'infâme ange de la mort à Auschwitz. Joseph Mengele gagna en notoriété pour ses cruelles expérimentations médicales sur les prisonniers, en particulier sur les jumeaux à Auschwitz, où il fut responsable de la mort et de la souffrance de nombreuses personnes. Après la guerre, Mengele réussit à échapper à la capture et s'enfuit en Amérique du Sud, vivant en Argentine, au Paraguay et au Brésil sous divers pseudonymes jusqu'à sa mort en 1979. Rolf naquit dans un monde profondément marqué par les actions de son père, bien qu'il ne fût initialement pas conscient de l'ampleur de l'infamie de son parent. Élevé par sa mère, Irène, après la séparation de ses parents, Rolf grandit en Allemagne sous le nom de son beau-père, ce qui lui apporta une couche de protection contre la reconnaissance immédiate et lui permit une certaine normalité pendant son enfance. Irène se remaria et Rolf adopta le nom de famille de son beau-père, ce qui facilita sa gestion de la vie précoce. Ce n'est que lorsque Rolf était adolescent qu'il découvrit l'identité de son père biologique et les horribles crimes associés à son nom.
Cette révélation le choqua profondément et le plongea dans une période tumultueuse de réflexion personnelle et de lutte. Rolf suivit une carrière en droit, peut-être comme une façon d'établir un chemin clair et moral qui contrastait fortement avec l'héritage de cruauté et d'anarchie de son père. La relation de Rolf avec son père fut compliquée et pleine de conflits. Ils correspondaient occasionnellement, mais ce n'est qu'en 1977 que Rolf se rendit au Brésil pour rencontrer Joseph Mengele pour la première et unique fois. Cette rencontre fut profondément perturbante pour Rolf, qui lutta pour réconcilier l'image du vieil homme fragile qu'il rencontra avec la figure monstrueuse connue dans l'histoire. La rencontre marqua un tournant pour Rolf, qui décida de couper tout contact avec son père par la suite, une décision qui souligna son rejet des actions de Joseph Mengele. Malgré ses efforts pour se distancier de son père, la vie de Rolf fut constamment assombrie par la notoriété du nom Mengele. Les médias et les historiens cherchaient souvent à obtenir des informations sur la localisation et les actions de son père. Malgré l'ombre constante de l'infamie de son père, Rolf s'efforça de mener une vie marquée par l'intégrité et la normalité. Sa carrière en droit fut un choix délibéré pour établir une identité professionnelle distincte de l'horrible héritage de son père. Tout au long de sa vie, Rolf se trouva fréquemment dans la nécessité de dénoncer publiquement les actions de son père, ce qu'il fit de manière claire et sans équivoque. Il exprima un profond remords et une sympathie pour les victimes de l'Holocauste, en insistant sur le fait qu'il ne pouvait être tenu pour responsable des crimes commis par son père, tout en reconnaissant le devoir moral de confronter et de se souvenir de ces atrocités. Le voyage de Rolf au Brésil en 1977 pour rencontrer son père fut un événement significatif et traumatisant. Pendant la visite, Joseph Mengele vivait sous un pseudonyme et se cachait, craignant constamment d'être capturé. Rolf décrivit la rencontre comme émotionnellement épuisante, remplie d'un mélange d'affection familiale et de profonde répulsion morale. Après cette réunion, Rolf choisit de couper tout contact avec Joseph Mengele, une décision qui signifiait son rejet de l'idéologie et des actions de son père. Cette décision reflétait également le désir de Rolf de protéger sa propre famille de l'héritage toxique de son père. Il chercha à protéger ses enfants du stigmate et à s'assurer qu'ils puissent grandir sans le fardeau qui avait assombri sa propre vie. La position de Rolf sur les crimes de son père était claire et ferme. Il parla ouvertement de l'horreur de l'Holocauste et du rôle de son père dans celui-ci, condamnant les actions de Joseph Mengele et exprimant un profond sentiment de tristesse personnelle pour les victimes. Cette dénonciation publique était cruciale pour que Rolf puisse forger une identité distincte de l'héritage de son père. Malgré ses efforts pour mener une vie tranquille et privée, Rolf Mengele resta une figure d'intérêt public, en particulier parmi les historiens et les journalistes qui cherchaient à comprendre davantage la vie de Joseph Mengele après la guerre. La notoriété du nom de son père signifiait que Rolf se retrouvait souvent dans la position inconfortable de devoir répondre pour des crimes qu'il n'avait ni commis ni approuvés. Tout au long de sa vie, Rolf garda son attention sur sa famille immédiate, s'efforçant de fournir un environnement stable et aimant pour ses enfants. Il chercha à inculquer des valeurs d'empathie, de justice et de responsabilité morale, dans le but de s'assurer que la prochaine génération puisse surmonter les sombres ombres que projetait l'histoire de sa famille. Rolf Mengele décéda en 2019, ayant passé sa vie à faire face au lourd fardeau de l'héritage de son père. La descendance de Martin Bormann, vivre sous l'ombre. Martin Bormann Jr., né en 1930, était le fils de Martin Bormann, le secrétaire privé de Hitler et l'une des figures les plus influentes du parti nazi. En tant que haut fonctionnaire, Martin Bormann Sr. exerçait un contrôle significatif sur le fonctionnement interne du régime nazi et était profondément impliqué dans l'administration du Troisième Reich. Cette position de pouvoir offrait à sa famille d'immenses privilèges pendant la guerre, mais imposait également un lourd fardeau sur eux après la défaite nazie. Martin Jr. grandit dans un environnement privilégié et sous une stricte idéologie nazie. La famille Bormann vivait dans des maisons luxueuses et avait accès à la meilleure éducation et aux opportunités sociales que l'Allemagne nazie pouvait offrir. Martin Sr. était une figure stricte et autoritaire, profondément engagé dans la cause nazie, et il transmit ses croyances à ses enfants.
Cependant, la chute de l'Allemagne nazie et la disparition ultérieure de son père, qui disparut lors de la chute de Berlin et fut confirmé mort en 1972, mirent abruptement fin à cette vie privilégiée. Dans les suites immédiates de la guerre, la famille Bormann fut détenue par les Alliés. Martin Junior, avec ses frères et sœurs et sa mère, fit face à un intense examen et interrogatoire en raison du rôle important de son père dans le régime nazi. L'association de la famille avec l'un des nazis les plus puissants rendit leur transition vers la vie d'après-guerre particulièrement difficile. Martin Bormann Jr. choisit un chemin radicalement différent de celui de son père. Profondément affecté par les atrocités commises pendant la guerre et par le rôle de son père dans celle-ci, il chercha à se distancer de l'idéologie nazie. Il se convertit au catholicisme et décida de devenir prêtre, une décision qui symbolisait son rejet des croyances et des actions de son père. Le parcours de Martin Junior en tant que clerc le mena dans diverses parties du monde, notamment au Congo et plus tard au Paraguay, où il servit comme missionnaire. Son travail consistait à aider les démunis et à promouvoir la justice sociale, en contraste frappant avec les politiques destructrices du régime nazi. Malgré ses efforts pour tracer un nouveau chemin, Martin Bormann Jr. ne put pas échapper complètement à l'ombre du passé de son père. Son nom restait un symbole du pouvoir et de la cruauté nazie, et il dut souvent faire face à cet héritage inconfortable, tant dans sa vie publique que privée. Cependant, son engagement envers sa foi et son travail humanitaire lui procurèrent un sentiment de but et une façon de contribuer positivement à la société. Martin Junior parla fréquemment de l'importance de confronter et de comprendre le passé, en insistant sur la nécessité de vérité et de réconciliation. Il participa à de nombreuses discussions et interviews où il condamna ouvertement les actions de son père et l'idéologie nazie. Cette volonté de faire face à l'histoire de sa famille, plutôt que de la nier ou de la cacher, fut une partie essentielle de son parcours personnel et de ses efforts pour promouvoir la guérison. Son travail en tant que prêtre et missionnaire fut grandement apprécié, et il devint connu pour son dévouement à aider les communautés marginalisées. Martin Junior croyait que ses actions pouvaient aider à contrebalancer l'immense dommage causé par son père et d'autres dans le régime nazi. Son histoire est souvent citée comme un exemple de la manière dont les descendants des auteurs de crimes peuvent activement chercher à faire amende honorable et à contribuer au bien-être de la société. Malgré le lourd fardeau de son nom, Martin Bormann Jr. réussit à construire une vie marquée par le service et la compassion. Il poursuivit son travail au sein de l'Église pendant de nombreuses années, devenant une figure respectée dans sa communauté. La vie de Martin Jr. fut également caractérisée par une introspection personnelle et un profond sens de la responsabilité. Il entretint des relations étroites avec des survivants de l'Holocauste et leurs familles, participant souvent à des dialogues visant à combler le fossé entre les auteurs et les victimes. Cet engagement continu fut non seulement une part de son expiation personnelle, mais aussi une tentative de favoriser la compréhension et de prévenir la récurrence de telles atrocités. Martin Bormann Jr. décéda en 2013, après avoir passé sa vie à s'efforcer de surmonter l'héritage sombre laissé par son père. Les descendants du diplomate, les enfants de Ribbentrop. Rudolf von Ribbentrop, né en 1921, était le fils de Joachim von Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères de Hitler et l'un des diplomates les plus en vue de l'Allemagne nazie. Joachim von Ribbentrop fut instrumental dans la configuration de la politique étrangère nazie, y compris la négociation du pacte Molotov-Ribbentrop avec l'Union soviétique, qui joua un rôle crucial dans les premiers succès du régime nazi. Cette position de haut profil signifiait que la famille Ribbentrop vivait avec des privilèges considérables pendant la guerre, profitant des avantages et du statut qui venait avec la position de Joachim. Rudolf, grandissant dans un tel environnement, fut exposé aux rouages de l'élite nazie dès son plus jeune âge. Il reçut une éducation privilégiée et fut préparé à jouer un rôle dans le régime. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, il fut également attiré par le domaine militaire. Il rejoignit la Waffen-SS, où il servit en tant qu'officier. Son service inclut la participation à plusieurs batailles clés pendant la guerre, et il fut même blessé au combat. La fin de la guerre apporta un changement radical dans sa vie, car la famille Ribbentrop dut faire face aux conséquences des actions de son père et à l'effondrement de l'Allemagne nazie. Joachim von Ribbentrop fut capturé, jugé lors des procès de Nuremberg et exécuté en 1946. Rudolf, en tant que fils aîné,
dut affronter la période d'après-guerre avec le lourd fardeau du nom de son père. Le nom von Ribbentrop était synonyme de la diplomatie nazie et de crimes de guerre, CE qui rendait difficile pour Rudolf d'échapper à l'ombre de la notoriété de son père. Ribbentrop écrivit plusieurs livres et accorda de nombreuses interviews, offrant son point de vue sur le rôle de son père dans le régime nazi. Dans ses écrits, il dépeignit son père comme un diplomate dédié à servir son pays et qui n'était pas pleinement conscient de l'ampleur de l'Holocauste. Rudolf argumenta que l'objectif principal de Joachim von Ribbentrop était d'assurer des résultats favorables pour l'Allemagne par la diplomatie, une vision qui fut accueillie avec scepticisme et critique de la part des historiens et du public. Malgré les défis et les critiques, Ribbentrop resta ferme dans ses efforts pour présenter une vision plus nuancée des actions de son père. Il insista sur le fait que son père n'était pas directement impliqué dans l'Holocauste et tenta de dissocier Joachim von Ribbentrop des crimes plus larges du régime nazi. Cependant, cette perspective fut controversée et souvent perçue comme une tentative de réécrire l'histoire, étant donné le rôle important de Joachim dans le soutien et la facilitation des politiques nazies. La défense publique de Rudolf envers son père ne le protégea pas des difficultés sociales et professionnelles associées à son nom de famille. Le nom von Ribbentrop portait une grande charge de disgrâce, impactant les interactions et les opportunités de Rudolf. Néanmoins, il poursuivit une carrière dans les affaires et maintint un profil relativement bas dans sa vie personnelle. Contrairement à d'autres enfants d'officiers nazis qui changèrent de nom pour éviter d'être reconnus, Rudolf conserva son nom de famille, peut-être en témoignage de son engagement envers la mémoire de son père. En plus de essais écrits, Rudolf von Ribbentrop participa également à des conférences publiques, où il réitéra ses points de vue sur les décisions de son père. Ces apparitions provoquèrent souvent des débats et des controverses, attirant l'attention sur les questions de mémoire historique et de responsabilité. Le récit de Rudolf faisait partie d'une tendance plus large parmi certains descendants d'officiers nazis cherchant à défendre ou réhabiliter les réputations de leurs ancêtres, un phénomène qui fut accueilli avec divers degrés d'acceptation et de rejet dans la société allemande d'après-guerre. Les frères de Rudolf furent moins vocaux publiquement que lui. Certains d'entre eux optèrent pour mener des vies tranquilles, se tenant à l'écart du regard public pour éviter l'examen minutieux qui accompagnait leur nom de famille. Rudolf von Ribbentrop décéda en 2019. Les enfants de Goebbels, un destin condamné. Les enfants de Joseph Goebbels, le ministre de la propagande du Reich dans l'Allemagne nazie, et de son épouse, Magda Goebbels, ont connu une fin tragique et définitive pendant les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Joseph Goebbels était l'un des associés les plus proches d'Adolf Hitler et un maître de la propagande, responsable de la création du message nazi et du contrôle des médias en Allemagne. Magda, également dévouée à la cause nazie, eut 6 enfants avec Joseph: Helga, Hildegard, Helmut, Holdin, Hedwig et Heidrun, dont les âges variaient de 12 à 4 ans au moment de leur mort. Les enfants Goebbels grandirent dans un monde imprégné d'idéologie nazie. Ils vécurent une vie privilégiée en tant que partie de l'élite nazie, apparaissant souvent dans les magazines et les actualités comme la famille aryenne idéale. Leur éducation et leurs activités sociales furent soigneusement conçues pour exemplifier les vertus nazies. L'image publique de la famille était étroitement contrôlée par Joseph Goebbels, qui utilisait ses compétences en propagande pour créer un portrait idéalisé de sa famille. Cependant, en coulisses, la réalité était différente. Les enfants furent élevés au cœur du régime nazi, entourés de hauts fonctionnaires et témoins du fonctionnement interne de la dictature. Ils vivaient dans le luxe, avec accès à la meilleure éducation et aux commodités que le régime pouvait offrir. Malgré leur éducation isolée et privilégiée, ils n'étaient pas complètement protégés des réalités de la guerre. La famille Goebbels resta à Berlin même pendant que la ville était bombardée par les forces alliées, ce qui démontre leur engagement envers la cause nazie. À mesure que la guerre touchait à sa fin et que la chute de Berlin devenait imminente, Joseph et Magda Goebbels prirent la décision déchirante de tuer leurs enfants plutôt que de leur permettre de vivre dans un monde sans national-socialisme. Le 1er mai 1945, dans le Führerbunker,
Les enfants furent sédatés avec de la morphine par un médecin des SS, Ludwig Stumpfegger, et une fois inconscients, on leur écrasa des capsules de cyanure dans la bouche. Cet acte fut mené avec une planification minutieuse. La mort des enfants Goebbels fut un sombre épilogue pour le Troisième Reich. Le choix de les assassiner plutôt que de leur permettre de survivre à l'effondrement de l'Allemagne nazie reflète l'engagement idéologique absolu de Joseph et Magda Goebbels. Ils croyaient que la vie de leurs enfants ne valait pas la peine d'être vécue dans un monde où le national-socialisme avait été vaincu. Cette décision a été considérée comme l'un des actes de fanatisme les plus effrayants des derniers jours du régime nazi. En plus des enfants biologiques des Goebbels, Magda eut un fils de son premier mariage avec Günther Quandt. Günther Quandt, né en 1881, fut un éminent industriel allemand dont l'empire commercial joua un rôle significatif dans le paysage économique de l'Allemagne, avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Sa richesse et son influence provenaient de diverses possessions industrielles, incluant les textiles, les batteries et les intérêts automobiles. Quandt était un homme d'affaires habile qui construisit un conglomérat industriel formidable, contribuant de manière significative à la production industrielle de l'Allemagne. Günther Quandt épousa Magda Ritschl en 1921 et ils eurent un fils, Harald Quandt, né la même année. Le mariage ne dura pas et le couple divorça en 1929. Magda se maria plus tard avec Joseph Goebbels, faisant de Harald Quandt le beau-fils de l'un des hommes les plus puissants de l'Allemagne nazie. Pendant le régime nazi, les intérêts commerciaux de Günther Quandt prospérèrent en grande partie grâce à ses connexions et aux politiques du régime. SE's Enterprise fournissait divers matériaux et produits essentiels à l'effort de guerre, y compris des batteries, des munitions et des textiles pour les uniformes militaires. Varta, l'une de ces entreprises, devint un important fournisseur de batteries pour l'armée allemande. L'empire commercial de la famille. Quandt bénéficia grandement des politiques économiques et de guerre de l'Allemagne nazie, bien que cette prospérité ait été par la suite examinée en raison de l'utilisation de main-d'œuvre forcée provenant des camps de concentration. La relation de Günther Quandt avec le régime nazi fut nuancée. Bien qu'il ne fût pas aussi ouvertement politique que son ex-épouse Magda et que son second mari Joseph Goebbels, il bénéficia et soutint le régime nazi à travers ses activités commerciales. Ce soutien incluait l'exploitation des politiques du régime pour étendre son empire industriel et l'utilisation de main-d'œuvre forcée provenant des territoires occupés et des camps de concentration dans ses usines. Harald Quandt, après sa libération de la captivité alliée, rejoignit son père dans la reconstruction et l'expansion de l'entreprise familiale. Il devint un industriel influent à part entière, contribuant à la croissance de l'empire Quandt et consolidant son statut dans l'Allemagne d'après-guerre. Les contributions de Harald au monde des affaires aidèrent à assurer la promesse continue et le succès de la famille Quandt. Günther Quandt décéda en 1954, laissant un héritage à la fois influent et controversé. Du nazisme à l'architecture, Albert Speer Jr. Albert Speer Jr., né en 1934, était le fils d'Albert Speer, l'un des confidents les plus proches d'Adolf Hitler et l'architecte en chef du régime nazi. Albert Speer Sr. fut responsable de certains des projets architecturaux les plus emblématiques du Troisième Reich, y compris la conception des terrains pour les rassemblements de Nuremberg et les plans pour une Berlin réimaginée. Par la suite, il devint le ministre de l'Armement et de la Production de guerre, jouant un rôle crucial dans la machine de guerre nazie. La proéminence de son père signifiait qu'Albert Jr. grandissait dans un environnement imprégné d'idéologie nazie et entouré de l'élite du régime. Albert Jr. et ses frères et sœurs vécurent une vie de privilèges pendant la guerre, profitant des luxes offerts par la haute position de leur père. Leur foyer était rempli d'opulence et ils avaient accès à la meilleure éducation et aux commodités disponibles. Cependant, le rôle d'Albert Speer Sr. dans le régime nazi n'était pas sans conséquences pour sa famille. À mesure que la guerre touchait à sa fin, la famille Speer dut faire face à l'effondrement imminent du régime nazi et aux répercussions des actions de leur père.
Après la guerre, Albert Speer Sr. fut jugé lors des procès de Nuremberg et condamné à 20 ans de prison pour son rôle dans le régime nazi et l'utilisation de main-d'œuvre forcée dans l'industrie de l'armement. Cet emprisonnement eut un impact profond sur Albert Jr. et ses frères et sœurs qui se retrouvèrent soudain plongés dans un monde où leur père était considéré comme un criminel. La famille fit face à l'ostracisme social et à des difficultés économiques, alors qu'ils s'adaptaient à une vie sans les privilèges dont ils avaient autrefois joui. Malgré l'ombre que les actions de son père projetèrent sur sa vie, Speer Jr. décida de poursuivre une carrière en architecture. Il étudia l'architecture à Munich, puis fonda sa propre firme, Albert Speer & Partner, qui devint connu pour son approche innovante de la planification urbaine et du design durable. Contrairement au style monumental et souvent grandiloquent de son père, Albert Jr. se concentra sur des projets pratiques et respectueux de l'environnement. Sa firme travailla sur de nombreux projets de haut profil dans le monde entier, y compris le plan directeur pour les Jeux olympiques de Pékin en 2008 et des projets de développement urbain en Arabie saoudite. La relation d'Albert Jr. avec son père fut complexe. Malgré les crimes commis par Albert Speer Sr., il existait un lien de loyauté familiale. Albert Jr. rendit visite à son père en prison et entretint une correspondance avec lui, cherchant à comprendre et à réconcilier l'image publique de son père avec ses souvenirs personnels. Ces interactions furent cruciales pour façonner les opinions d'Albert Jr. sur la responsabilité et l'impact des actions de son père sur sa famille. La carrière d'Albert Speer Jr. en architecture lui permit de forger une identité distincte et séparée de l'héritage notoire de son père. Sa firme, Albert Speer & Partner, se fit connaître pour ses approches innovantes en matière de planification urbaine et de design durable, mettant l'accent sur la fonctionnalité et la conscience environnementale plutôt que sur la grandeur monumentale. L'un des projets les plus notables d'Albert Jr. fut le plan directeur pour les Jeux olympiques de Pékin en 2008. La participation de sa firme à ce projet de haut profil démontra son expertise dans la création de plans urbains à grande échelle, équilibrant fonctionnalité, esthétique et durabilité. La réalisation réussie de ce projet cimenta encore davantage la réputation d'Albert Jr. en tant que figure éminente dans le domaine de l'architecture et de la planification urbaine. Un autre projet significatif fut l'expansion de l'aéroport international Roi Khaled à Riyad, en Arabie saoudite. Ce projet démontra la capacité d'Albert Jr. à s'adapter à différents contextes culturels et à concevoir des environnements répondant aux besoins des villes en pleine croissance. Son travail en Arabie saoudite, ainsi que d'autres projets internationaux, montra son engagement envers l'amélioration des conditions de vie urbaines et la promotion du développement durable dans le monde entier. Malgré son succès professionnel, Albert Jr. ne put jamais échapper complètement à l'ombre de l'héritage de son père. Il devait souvent faire face à des questions sur le rôle de son père dans le régime nazi et sur ses propres opinions à ce sujet. Dans des interviews et des apparitions publiques, Albert Jr. aborda ces sujets avec franchise, reconnaissant les crimes commis par son père tout en mettant l'accent sur son propre dévouement à créer un avenir meilleur à travers son travail en architecture. La relation d'Albert Jr. avec son père resta un aspect central de sa vie. Les lettres et les visites à son père en prison lui apportèrent des informations sur les perspectives et les regrets d'Albert Speer Sr. Ces interactions furent une source de réflexion personnelle pour Albert Jr., façonnant sa compréhension de la responsabilité morale et de l'importance de reconnaître le passé. Albert Jr. écrivit également sur ses expériences, contribuant au discours plus large sur l'impact du régime nazi sur les générations suivantes. Ses écrits et déclarations publiques se concentraient souvent sur la nécessité de transparence, de responsabilité historique et sur les leçons à tirer du passé. Il croyait que confronter et comprendre l'histoire était essentiel pour prévenir la répétition d'atrocités similaires. Albert Speer Jr. décéda en 2017. Manfred Rommel, le chemin du maire. Manfred Rommel, né en 1928,
fut le fils unique du maréchal Erwin Rommel, l'un des chefs militaires les plus respectés de l'Allemagne nazie, connu sous le nom de Renard du désert, pour son leadership durant la campagne d'Afrique du Nord. Erwin Rommel était une figure célébrée, admiré pour sa brillance tactique et respecté tant par les forces de l'Axe que par les Alliés pour sa conduite durant la guerre. Contrairement à de nombreux autres hauts responsables nazis, Erwin Rommel ne fut pas directement impliqué dans les atrocités de l'Holocauste et fut perçu par certains comme un soldat plus honorable. Cependant, sa participation à un complot pour renverser Hitler conduisit finalement à son suicide forcé en 1944, alors que Manfred n'avait que 15 ans. Dès son plus jeune âge, Manfred entretenait une relation étroite avec son père. Erwin Rommel était souvent absent en raison de ses devoirs militaires, mais lorsqu'il était à la maison, il était un père aimant et attentif. La réputation de Rommel en tant que commandant juste et principled laissa une forte impression sur le jeune Manfred. Malgré la proéminence de son père, l'enfance de Manfred fut relativement normale, caractérisée par un environnement familial de soutien. Le suicide forcé d'Erwin Rommel eut un impact profond sur Manfred et sa mère, Lucie Maria Rommel. La famille fut contrainte d'accepter une histoire officielle affirmant qu'Erwin était mort des suites de et blessures de guerre, une narrative promue par le régime nazi pour maintenir le moral. Cet événement traumatique marqua un tournant dans la vie de Manfred. Après la guerre, Rommel poursuivit une carrière dans la fonction publique, un chemin largement influencé par les valeurs inculquées par son père. Il choisit de s'impliquer en politique, motivé par un désir de contribuer positivement à l'Allemagne d'après-guerre. Manfred rejoignit le Parti libéral-démocrate, FDP, puis l'Union chrétienne-démocrate, CDU, reflétant son engagement envers les principes démocratiques et le service public. En 1974, Manfred fut élu maire de Stuttgart, une fonction qu'il occupa jusqu'en 1996. Son mandat en tant que maire fut marqué par un engagement envers les valeurs démocratiques, le développement économique et le progrès social. Manfred travailla sans relâche pour transformer Stuttgart en une ville moderne et prospère, promouvant les avancées technologiques et améliorant l'infrastructure. Son leadership fut déterminant pour faire de Stuttgart un important centre économique et culturel. L'approche de Manfred en matière de gouvernance fut profondément influencée par les principes d'équité, d'intégrité et de responsabilité qu'il associait au leadership militaire de son père. Il privilégia la transparence et la participation citoyenne, favorisant un lien fort avec les citoyens de Stuttgart. Ces politiques se concentrèrent souvent sur l'intégration des communautés immigrantes, la promotion du multiculturalisme et l'amélioration de la réputation internationale de la ville. Le mandat de Rommel en tant que maire fut également notable pour ses efforts de promotion de la réconciliation germano-juive. Il maintint une amitié de longue date avec Elie Wiesel, survivant de l'Holocauste et lauréat du prix Nobel, et fut actif dans la promotion du dialogue et de la compréhension entre différentes communautés. Cet engagement envers la réconciliation contrastait fortement avec les politiques exclusives et racistes du régime nazi sous lequel il avait grandi. Manfred devint connu pour ses points de vue progressistes sur l'immigration et sa défense des droits des travailleurs étrangers en Allemagne. Ces politiques aidèrent à intégrer les populations immigrantes dans la communauté, enrichissant le tissu multiculturel de Stuttgart. Il fut un fervent défenseur des droits de l'homme et travailla pour garantir que tous les citoyens, indépendamment de leur origine, aient des chances égales et un accès aux services. Tout au long de sa vie, Rommel reçut de nombreux honneurs pour ses contributions à la société allemande. Il fut décoré de la Grande Croix du Mérite de la République fédérale d'Allemagne, entre autres distinctions. Ces honneurs reflétaient son dévouement au service public et ses efforts pour construire une société plus inclusive et démocratique. Manfred fut également un écrivain prolifique, auteur de plusieurs livres sur la gouvernance locale, la démocratie et ses propres expériences. Ces écrits reflétèrent souvent son profond engagement envers les principes démocratiques et les leçons qu'il avait apprises de l'héritage de son père. Il souligna l'importance d'apprendre de l'histoire pour prévenir la répétition des erreurs passées, plaidant pour un gouvernement transparent et responsable. Malgré l'impact positif qu'il laissa en tant que maire, la vie de Rommel ne fut pas exempte de défis. La relation de Manfred avec son père resta un aspect central de son identité.
Il parlait souvent d'Erwin Rommel avec un mélange d'admiration et de réflexion critique, reconnaissant la maîtrise militaire de son père tout en reconnaissant également les aspects problématiques de son association avec le régime nazi. Cette perspective équilibrée permit à Manfred d'honorer la mémoire de son père tout en abordant le contexte historique plus large dans lequel il servit. Manfred Rommel décéda en 2013. Gero von Manstein, porteur un nom controversé. Gero von Manstein, né en 1928, est le fils d'Erich von Manstein, un maréchal de champ dans l'Allemagne nazie, largement reconnu pour sa génialité tactique dans les opérations militaires, notamment pour avoir orchestré le plan Sichelschnitt, qui conduisit à la défaite rapide de la France en 1940. Cependant, l'héritage d'Erich von Manstein est également profondément entaché par sa participation à des crimes de guerre, en particulier lors de l'occupation nazie de l'Ukraine et de la Crimée, où ses directives facilitèrent de graves atrocités contre les populations juives et les prisonniers de guerre soviétiques. Dès son enfance, Gero grandit dans l'ombre de la réputation militaire imposante de son père. Erich von Manstein, comme beaucoup d'officiers militaires de haut rang de l'époque, était souvent absent de la maison, impliqué dans des campagnes à travers l'Europe. Cette absence signifiait que la relation de Gero avec son père était davantage façonnée par la réputation d'Erich et moins par des interactions paternelles directes. Le major von Manstein était un discipliné strict et ses attentes envers Gero étaient probablement imprégnées de valeurs militaires traditionnelles de devoir, d'honneur et de discipline. Pendant ces années de formation, Gero vécut l'escalade et l'éventuelle chute de l'Allemagne nazie, étant témoin des graves conséquences de la guerre que son père avait aidé à mener. Après la guerre, Erich von Manstein fut capturé par les Alliés et jugé lors des procès de Nuremberg. Il fut condamné pour crimes de guerre et condamné à 18 ans de prison, bien qu'il n'ait purgé que 4 ans avant d'être libéré pour des raisons de santé. Cette période fut particulièrement difficile pour Gero, qui dut réconcilier l'image publique de son père en tant que criminel de guerre avec ses souvenirs personnels de lui en tant que père. À mesure que Gero mûrissait, il prit la décision d'entrer dans l'armée, rejoignant la Bundeswehr nouvellement formée de l'Allemagne de l'Ouest en 1955. Sa carrière dans la Bundeswehr fut une tentative de s'aligner sur l'éthique militaire démocratique et réformée de l'Allemagne d'après-guerre, très différente de la Wehrmacht dans laquelle son père avait servi. Le service de Gero fut marqué par ses efforts pour défendre les principes de la démocratie et de la responsabilité. Le parcours militaire de Gero fut, sans aucun doute, influencé par la réputation de son père. Cependant, il chercha à créer un espace où ses propres actions et décisions pourraient reparler d'elles-mêmes. Il gravit les échelons, prenant finalement sa retraite avec le grade de général de brigade. Sa carrière démontra une dévotion à servir son pays dans une capacité qui favorisait la paix et la stabilité, peut-être comme un contrepoids à la destruction que son père avait contribué à déclencher pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout au long de sa vie, Gero von Manstein garda une posture privée concernant les actions de son père pendant la guerre. Contrairement à certains enfants d'officiers nazis qui ont publiquement confronté l'héritage familial, Gero choisit de ne pas parler longuement de son père dans les forums publics. Cette discrétion était probablement une mesure protectrice, tant pour son propre bien-être émotionnel que pour maintenir l'accent sur ses réalisations professionnelles sans l'ombre constante des crimes de guerre de son père. Après avoir pris sa retraite de l'armée, Gero von Manstein mena une vie relativement tranquille, centrée sur sa famille et ses intérêts personnels. Il participa rarement à des discussions publiques sur son père ou sur la Seconde Guerre mondiale, bien qu'il ait occasionnellement assisté à des réunions militaires et parlé lors d'événements privés. L'héritage de la violence, les enfants d'Amon Göth. Les enfants d'Amon Göth, le tristement célèbre commandant du camp de concentration de Plaszow, représenté dans le film La liste de Schindler, ont dû faire face au lourd fardeau des actions brutales de leur père pendant la Seconde Guerre mondiale. Amon Göth était connu pour son extrême cruauté et fut responsable de la mort de milliers de Juifs et de Polonais. Il fut arrêté après la guerre, jugé et exécuté en 1946 pour ses crimes. La vie de Monika Hertwig, fille de Göth, fut marquée par une découverte dramatique sur son héritage durant son adolescence, une révélation qui transforma complètement sa compréhension de sa famille et d'elle-même. Née peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, Monika fut protégée de la vérité sur son père
Amon Goeth, jusqu'à ce que l'impact de ces crimes devienne inévitable. Goeth, en tant que commandant du camp de concentration de Plaszow, fut responsable d'atrocités indescriptibles, y compris l'assassinat de milliers de Juifs et de Polonais. Vivante sous le nom de jeune fille de sa mère, Monika vécut une enfance relativement ordinaire, initialement sans être affectée par l'ombre sombre de son père. Cependant, en apprenant la véritable identité de son père et son rôle dans l'Holocauste, elle entama une profonde crise personnelle et un chemin vers la compréhension et la gestion de ce lourd fardeau. Ce voyage fut rempli de turbulences émotionnelles, alors que Monika luttait avec l'image duale de son père. Le père aimant dont elle entendait parler dans les histoires familiales et le cruel commandant nazi connu du monde entier. Sa lutte la conduisit à chercher des connexions avec les victimes de son père, dans une tentative de confronter et de comprendre le passé. L'un des moments les plus émouvants de son voyage fut sa rencontre documentée avec Helen Jonas Rosenzweig, une survivante du camp de Plaszow et l'une des esclaves personnelles de Goeth. Cette rencontre fut présentée dans le documentaire Inhéritance, montrant un dialogue puissant et émouvant entre la victime et la descendante du bourreau. Les discussions publiques de Monika et sa disposition à affronter directement la brutale vérité sur son père en ont fait une voix importante dans les discussions sur la responsabilité des descendants des bourreaux. Elle plaide pour la reconnaissance des crimes des ancêtres, non pas comme une forme d'acceptation d'une culpabilité qui ne leur revient pas, mais comme un pas vers la compréhension des vérités historiques et la promotion de la réconciliation. Cette approche a été centrale dans le travail de vie de Monika, qui a pris la parole dans de nombreux forums publics et environnements éducatifs sur la nécessité de la transparence et de la mémoire de l'Holocauste. Le chemin de Monika Hertwig n'a pas été exempt de défis. La honte associée au fait d'être la fille d'un haut responsable nazi responsable d'horribles crimes de guerre l'a souvent isolée au sein de sa propre communauté et, à l'occasion, au sein de sa propre famille. Malgré ces défis, Monika a maintenu son engagement à éduquer les autres sur l'Holocauste et l'importance de se souvenir des atrocités pour éviter que l'histoire ne se répète. Ces efforts visent à guérir à la fois les blessures personnelles et collectives, en favorisant le dialogue et la compréhension entre les générations affectées par l'Holocauste. La posture publique de Monika et sa participation aux efforts de réconciliation l'ont placée à l'avant-garde d'un groupe unique d'individus qui naviguent dans l'héritage des actions de leurs ancêtres pendant la Seconde Guerre mondiale. En choisissant de confronter ouvertement le passé de son père, Monika a contribué à des débats plus larges sur la manière dont les sociétés peuvent affronter les blessures historiques et sur les rôles que les descendants des bourreaux peuvent jouer dans ces processus. Elle souligne l'importance d'affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle, comme un pas nécessaire vers une réconciliation authentique. Dans sa vie personnelle, Monika a cherché à mener une vie qui honore la mémoire des victimes de son père. Elle a exprimé que, bien qu'elle ne puisse pas changer son lignage, elle peut choisir comment y répondre, cherchant à laisser une empreinte qui contrebalance la haine et la violence que représentait son père. Cette résolution implique un engagement à vie envers la promotion de la compréhension, de la paix et de la justice. Les descendants de Hans Frank, faire face à la culpabilité. Les enfants de Hans Frank, le conseiller juridique d'Hitler, et plus tard gouverneur général de la Pologne occupée, ont vécu des vies profondément affectées par le rôle éminent de leur père dans le régime nazi et son implication directe dans l'Holocauste. Hans Frank fut responsable de l'administration du gouvernement général en Pologne, supervisant des politiques qui conduisirent à l'exploitation massive, la déportation et l'extermination des Juifs et d'autres groupes. Il fut capturé après la guerre, jugé à Nuremberg et exécuté en 1946 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Hans Frank eut 5 enfants avec sa femme, Brigitte Herbst, Sigrid, Norman, Brigitte, Michael et Niklas. Les vies de ces enfants furent profondément marquées par les actions de leur père et les conséquences qui suivirent la Seconde Guerre mondiale. Niklas Frank, né en 1939, est le plus jeune des enfants de Hans Frank et le plus franc dans la condamnation des crimes de son père. Il a passé une grande partie de sa vie à dénoncer publiquement les actions de son père et le régime nazi. La jeunesse de Niklas fut marquée par des privilèges dus à la haute position de son père. Cependant, cette existence privilégiée s'effondra avec la chute du Troisième Reich. Après l'exécution de Hans Frank,
la famille Frank dut faire face à des défis significatifs, incluant l'ostracisme social et des difficultés financières. Niklas grandit avec un profond sentiment de culpabilité et de responsabilité pour les actions de son père. Il devint journaliste et auteur, utilisant sa plateforme pour éduquer le public sur les atrocités commises par son père. Dans son livre « In the Shadow of the Reich », Niklas offre un récit franc et souvent mordant des crimes de son père, contrastant ses souvenirs personnels avec la terrible réalité du rôle de Hans Frank dans l'Holocauste. Il a également participé à de nombreuses interviews et documentaires, soulignant l'importance de reconnaître et de comprendre le passé pour éviter que de telles atrocités ne se reproduisent. Enfant, il admirait Frank, mais à mesure qu'il grandissait et en apprenait plus sur les actions de son père, ses sentiments se transformèrent en répulsion et en condamnation. Niklas a décrit son père comme un homme narcissique et impitoyable qui montrait peu de remords pour ses actions. Ce jugement sévère a été un thème central dans le travail de Niklas, reflétant son engagement à confronter et exposer la vérité sur son père. Norman Frank, un autre des enfants de Hans Frank, adopta une approche différente. Initialement, Norman tenta de défendre son père, croyant en son innocence et arguant qu'il avait été un administrateur juridique plutôt qu'un auteur du génocide. Cependant, à mesure que les preuves de l'implication directe de son père dans les atrocités devenaient indéniables, la perspective de Norman changea. Finalement, il en vint à accepter la réalité des crimes de son père, bien que son chemin vers cette reconnaissance fût rempli de conflits intérieurs et de pression sociale. Brigitte Frank, la fille de Hans Frank, choisit de mener une vie plus privée, évitant le regard public qui accompagnait son nom de famille. Comme beaucoup d'enfants de hauts fonctionnaires nazis, Brigitte dut faire face au défi de construire une vie séparée de l'ombre des actions de son père. Elle changea de nom et chercha à maintenir un profil bas, se concentrant sur sa vie personnelle et professionnelle. Michael Frank, un autre fils, lutta également avec le poids de l'héritage de son père. Il choisit un chemin professionnel qui le maintint hors de la vue du public, cherchant une vie de relative anonymité. Cependant, le nom Frank resta un fardeau, affectant ses relations personnelles et ses opportunités professionnelles. Sigrid Frank, la fille aînée, eut une vie tout aussi difficile, marquée par la nécessité de réconcilier les souvenirs personnels de son père avec la réalité historique de ses crimes. Elle chercha également à mener une vie éloignée des regards, tentant de construire un semblant de normalité malgré l'ombre toujours présente du passé de sa famille. Les enfants de Hans Frank représentent un groupe d'individus qui ont dû faire face à un héritage de violence et de culpabilité qu'ils n'ont pas choisi, mais qui a indéniablement façonné leur vie de manière profonde et complexe. Vivre avec le nom Eichmann, un héritage d'infamie. Les fils d'Adolf Eichmann, l'un des principaux organisateurs de l'Holocauste, ont dû affronter le sombre héritage des actions de leur père et le fardeau de porter son nom infâme. Adolf Eichmann fut un architecte clé de la logistique des déportations massives vers les ghettos et les camps d'extermination à travers toute l'Europe. Capturé par des agents du Mossad en Argentine en 1960, il fut jugé en Israël et exécuté en 1962 pour crimes contre l'humanité. Eichmann eut 4 fils, Klaus, Horst, Dieter et Ricardo Francisco, chacun d'entre eux ayant dû vivre sous l'ombre pesante de l'héritage de leur père. Klaus Eichmann, né en 1936, était l'aîné des fils d'Adolf Eichmann. Il vécut d'abord en Allemagne, mais se déplaça en Argentine avec sa famille lorsque son père fuit l'Europe. Klaus grandit dans un environnement où le passé de son père était un secret bien gardé, mais en atteignant l'âge adulte, la réalité de l'identité et des actions de son père devint inévitable. Après la capture et le procès d'Adolf Eichmann, Klaus défendit publiquement son père, affirmant qu'Eichmann était une victime de la vengeance juive. La vie de Klaus en Argentine fut marquée par cette défense publique, ce qui le mena à des conflits avec ceux qui connaissaient la véritable ampleur des crimes de son père. Horst Eichmann, un autre des fils d'Adolf Eichmann, adopta une approche plus privée par rapport à Klaus. Né en 1940, Horst se déplaça également en Argentine avec sa famille. Il parlait occasionnellement de son père, reflétant souvent la difficulté de réconcilier le père aimant qu'il connaissait avec l'orchestrateur de l'Holocauste. Horst vécut une vie relativement discrète, essayant de se distancier de l'œil public.
Cet équilibre fut difficile car le nom Eichmann continuait d'attirer l'attention et l'examen des médias et des historiens. Dieter Eichmann, né en 1942, dut lui aussi faire face au fardeau du nom de son père. Comme Horst, Dieter choisit de maintenir un profil bas, évitant les discussions publiques sur Adolf Eichmann et se concentrant sur une vie privée. La tâche d'Eichmann signifiant que Dieter, comme ses frères, devait gérer la honte sociale et le conflit émotionnel personnel d'être associé à l'une des figures les plus infâmes du régime nazi. Ricardo Francisco Eichmann, le plus jeune fils, né en 1955, fut le moins directement affecté par les actions de son père pendant la guerre, étant donné qu'il naquit après que la famille se soit installée en Argentine. Ricardo prit un chemin clairement différent de celui de ses frères. Il changea de nom pour éviter l'association avec Adolf Eichmann et se déplaça en Allemagne, où il suivit une carrière académique en archéologie. Ricardo devint un académicien respecté, travaillant à l'Institut archéologique allemand à Berlin. Ces réussites professionnelles lui permirent de construire une vie et une identité séparées de l'héritage de son père, bien qu'il parlât occasionnellement de l'impact de son père sur sa vie. La décision de Ricardo de suivre une carrière académique et de changer de nom refléta un effort conscient de se distancier de son père. Son travail en archéologie lui gagna le respect dans son domaine et il se concentra souvent sur ses contributions professionnelles plutôt que sur son histoire familiale. Cependant, l'ombre des crimes de son père refaisait surface de temps à autre, conduisant Ricardo à aborder son histoire personnelle dans des interviews. Dans ses rares discussions publiques, il condamna sans équivoque les actions de son père et exprima son engagement envers la mémoire historique pour s'assurer que les atrocités de l'Holocauste soient rappelées et ne se reproduisent jamais. Les frères Eichmann affrontèrent des défis uniques en ayant à faire face au passé notoire de leur père. La défense publique de Klaus d'Adolf Eichmann reflétait la profonde loyauté familiale et la négation que certains enfants d'officiers nazis ont pu exhiber. Sa position attira une controverse significative et du rejet, ce qui compliqua encore plus sa vie en Argentine. La nature publique de sa défense maintint Klaus sous le feu des projecteurs, éclipsant souvent ses tentatives personnelles de mener une vie normale. Le choix d'Horst et Dieter de maintenir un profil bas fut une réponse commune parmi les descendants de hauts responsables nazis. Tous deux luttèrent avec le fardeau émotionnel des actions de leur père, ce qui affecta leurs vies personnelles et professionnelles. Le chemin de Ricardo fut significativement différent en raison de ses succès académiques et de ses efforts pour créer une identité distincte. Son succès professionnel en archéologie lui offrit une plateforme pour discuter de l'importance de la mémoire historique et de la nécessité de confronter le passé.